Dans toutes les équipes qui sous-performent, on a évidemment des déréglages en termes de communication et parfois des situations qu'on n'a même pas eu envie de gérer, en fait. Et on les laisse évidemment de côté parce que ça nous saoule, en fait. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas le désaccord qui pose problème, c'est le fait de ne pas prendre en compte ce désaccord. Et de fait, eh bien, il est important de comprendre que pour les équipes qui, elles, performent, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas des problèmes de désaccord, c'est bien au contraire la capacité à gérer dans ces désaccords, de révéler au fond les solutions qui vont nous permettre d'avancer. Et ça, c'est un point très très important à repérer. Des managers peuvent parfois éviter le conflit ou parfois même l'écraser, mais en fait, dans un sens ou dans l'autre, c'est pas une bonne idée. Alors, comment utiliser une méthode claire qu'on va voir très ancrée, d'ailleurs en PNL, que vous allez pouvoir utiliser dès demain? Alors, on a souvent appris ou eu l'impression que le conflit est négatif. Or, en fait, on va se rendre compte, en tout cas c'est ce qu'on apprend en PNL, que le conflit est une source de croissance. C'est comme toutes les crises, elles sont là pour nous faire grandir et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc il y a deux choses à bien distinguer. C'est d'un côté le conflit de personnes. Bon, celui-là, on va en parler, et c'est un problème parce qu'on est plus en dévalorisation de la personne. Et puis le conflit d'idées, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément d'accord sur les mêmes priorités ou les mêmes règles, ce qui est tout à fait différent. Donc là, il y a un enjeu qui est évidemment très important, notamment pour les managers ou les responsables d'équipe, qui est que ne pas savoir gérer ce type de conflit, eh bien, on sait que ça va entraîner évidemment des problèmes qui sont plus importants encore, plus coûteux en termes de temps, d'argent, d'énergie que le conflit lui-même. Et concernant bien sûr les professionnels de l'accompagnement, j'entends les coachs, parfois les formateurs et même parfois même les conférenciers, quand ils interagissent avec leur public, eh bien on va voir que avoir des outils PNL pour mieux comprendre ce qui se joue dans l'interaction et savoir rebondir sur les situations, ça va être un atout évidemment majeur. Comment retourner un désaccord en véritable levier de dynamique collective, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour ça, on va voir trois grandes clés. La première idée, c'est une affaire de perception, et notamment de différence de perception. Il y a une affirmation qu'on tient en PNL qui s'appelle la carte, au fond, le terrain n'est pas le territoire, n'est pas la représentation que j'ai. Et donc du coup, c'est un point très très important qu'il va falloir aborder, et on va le voir maintenant. Le deuxième point, ce sont les émotions qui ont été non gérées, et on va voir justement que ces émotions sont des alertes à prendre en compte. L'idée, c'est de savoir comment prendre en compte ces alertes émotionnelles chez moi ou chez l'autre. Troisième point, on va avoir une erreur classique, notamment quand un manager ou un responsable est sous pression. C'est ce qu'on va évidemment approfondir par la suite parce que ça va faire une vraie différence. Alors, le premier point, et j'en reviens donc à la carte n'est pas le territoire, ça veut dire simplement que quand on a deux versions très opposées quant à la manière de voir et d'interpréter une situation, on va s'apercevoir qu'il y a deux mondes. Il y a le monde des faits et il y a le monde des interprétations. Et donc, pour pouvoir se rencontrer, l'idée, c'est de non pas affirmer des choses, mais poser des questions. C'est-à-dire, au lieu d'affirmer comme ça son propre point de vue, c'est beaucoup plus d'aller chercher avec des questions précises les détails, notamment sur les faits précis. Au fond, quand tu dis ça, quand tu penses ça, quand tu défends telle idée, sur quel élément plus précis tu défends ça? Qu'est-ce que tu as observé? Comment tu as compris les choses? Quelles sont les références sur lesquelles tu t'appuies? Et en fait, l'idée, au-delà de poser des questions, c'est d'aller vers plus de précision. Et puis surtout, très important, c'est de manifester une attitude qui soit beaucoup plus accueillante et valorisante plutôt que défendante et parfois même agressive. Donc ça, c'est vraiment un des premiers points. Ouvrir le débat, ouvrir le questionnement, aller chercher des informations pour se rendre au fond sur le territoire et se dire, tiens, au fond, de quoi on parle exactement. Et l'écoute que vous pouvez déployer dans cette dimension, évidemment, elle va faire la plus grosse différence. C'est l'art d'écouter, de prendre en compte non pas seulement ce que la personne dit, mais surtout ce qu'elle ressent et sur quoi elle s'appuie pour ressentir ça, sans la juger, mais simplement en étant curieux. Ça, c'est un savoir-faire qui va faire la plus grosse différence et c'est la priorité numéro un. Le deuxième point, ça concerne les réactions qui sont suscitées par nos émotions. Alors, c'est pas un problème d'avoir des émotions. Ce qui est peut-être un problème, c'est de manquer de qualité de relation avec ses propres émotions ou avec les émotions de la personne qui est en face. Donc là, il s'agit pour le coup, quand je suis touché par une situation ou quand je sens que la personne défend avec ardeur quelque chose qu'elle pense,
non pas de retenir ce qu'elle pense, mais de s'intéresser à ce qu'elle vit. Pour ça, ça suppose encore quelques questions pour aller plus loin, ou tout simplement, si c'est moi qui suis un petit peu agacé, ou énervé, ou impatient, me dire, attends, Paul, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Donc, inspirer, ressentir, et aller chercher au fond de moi-même, qu'est-ce que je vis, dans quelle partie de moi je le vis, et ensuite de me dire, tiens, voilà ce qui se passe. Donc ça s'appelle accueillir une émotion, et on va voir que non seulement je vais accueillir l'émotion, mais je vais aussi être conscient de ce qui déclenche cette émotion. Et c'est au fond l'identification de ces deux polarités qui va m'aider beaucoup à mieux gérer, que ce soit chez moi et bien sûr auprès de la personne qui est en face de moi. Donc si la personne défend une idée avec ardeur, donc on voit qu'elle défend plus, non pas une idée, mais quelque chose qu'elle vit, et bien du coup on s'attache à ce qu'elle vit, qu'est-ce que tu vis exactement, et selon toi, qu'est-ce qui déclenche ça? Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est quand tu observes ça, quand tu entends ça, quand tu te dis ça, voilà la réaction que tu as, c'est ça? Et donc il y a un XY qui est au fond une mécanique automatisée. Et est-ce que tu te rends compte que ce X, à chaque fois, se reproduit ce Y? Voilà, et c'est donc ça qui justifie au fond ta réaction. Donc on va s'intéresser, là, cette fois-ci, à l'accueil de la prise en compte de la dimension émotionnelle. Quant au troisième point, eh ben, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'écraser ou d'amplifier le problème, il s'agit de le prendre en compte. Et le prendre en compte, c'est-à-dire, c'est prendre en compte la personne, encore une fois, dans ce qu'elle vit, et ensuite de la réorienter sur ce qu'elle veut. Au fond, quand tu dis ça ou quand tu ressens ça, qu'est-ce qui se passe? Et à partir de là, qu'est-ce qui te semblerait plus cohérent, plus positif, plus constructif. Pourquoi? Parce que la personne qui est dans une réaction émotionnelle, elle est par définition en réaction. Donc si on veut aller plus loin, eh ben, l'idée c'est de pouvoir prendre en compte ce qu'on évoquait en termes de ressenti et ensuite d'orienter vers ce qui pour la personne en question pourrait être une solution. Si on ne fait pas ça en tant que manager, et on ne le fera pas souvent parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on croit que on n'est pas là pour ça, que du coup on fuit le problème ou on passe à autre chose. Et malheureusement, ce problème, il va rester dans l'intérieur de la personne, puisqu'elle va garder une frustration, et pour être à coup sûr certain qu'à un moment donné plus tard, il va ressortir. Donc, un, vous êtes privé de la qualité d'une relation, et du coup, vous allez, sans le vouloir, laisser promener ce qui va ressortir plus tard, c'est-à-dire une bombe à retardement. Donc, quand on est manager, c'est vrai qu'on est là pour atteindre des objectifs, c'est vrai qu'on est là pour développer de la performance, mais si on veut humaniser cette performance, il faut absolument prendre en compte la personne dans ce qu'elle vit. Voilà, donc c'est le point très important des managers, et pour ça, évidemment, je reconnais que ça demande un petit peu de savoir-faire, d'entraînement, et c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles on fait des formations sur le sujet. Au passage, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez bien sûr cliquer sur le lien ci-joint. Alors maintenant, voyons comment justement transformer un désaccord. Et pour ça, je vous propose trois clés importantes, pratiques, qui, vous allez voir, peuvent faire une sacrée différence. Un des premiers points, c'est l'effet de synchronisation. Vous connaissez cette affirmation qui dit que ce qui se ressemble s'assemble. Alors sur quoi on peut construire une synchronisation? C'est un point très important quand on fait de la communication. Eh ben, c'est d'abord la capacité à reprendre, on pourrait dire un peu comme vous le dites, ou vous le ressentez, ce que vous êtes en train de dire. Donc je ne vais pas seulement reprendre ce que vous dites, mais je vais être attentif à y mettre au fond la même énergie. Par exemple, si vous me dites, ou si tu me dis, voilà, j'en ai marre, ok, ce qui se passe pour toi, c'est que tu en as marre, c'est ça qui se passe. Ok, vous voyez, c'est vraiment un accueil, on pourrait dire, de la réception de l'émotion de la personne, de ce qu'elle défend. Voilà. Et moins vous êtes d'accord avec elle, plus c'est important de faire ça. Donc ça, c'est le premier point, se mettre en synchro avec sa réalité. Et ensuite, alors si vous avez la possibilité de bouger, de vous mettre à côté d'elle, c'est encore mieux que rester en face à face. Mais parfois, c'est pas possible. Mais tout quoi, l'idée, c'est toujours de reprendre avec succès ce que la personne est en train de dire ou de défendre avec ardeur. Ça, c'est le premier point. Ça s'appelle la synchronisation, on pourrait dire à la fois de ce qu'elle vit, et puis après, on va voir de l'orientation vers laquelle elle veut aller. La position 2, c'est l'idée de s'enrichir de la différence de l'autre. C'est-à-dire que je reste pas dans ma position et je me dis, tiens, qu'est-ce qui est intéressant que j'ai pas pris en compte et que la personne est en train de défendre? Et donc pour ça, ça suppose de passer dans la curiosité de la différence. Au fond, quand elle défend telle idée, telle valeur, tel machin, c'est quoi qu'elle défend que j'ai pas encore intégré? Ça ne veut pas dire que je vais être d'accord avec elle, ça veut dire que je suis juste curieux de comprendre la perception, la différence de l'autre. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça nous sort de ce système de défense qui, au fond, nous met dans le conflit le plus souvent, mais de s'ouvrir à la différence. Et pour ça, je ne suis pas en train de perdre ma réalité, je suis juste en train d'être curieux de la réalité de l'autre. Et très souvent, ça va être l'occasion d'apprendre des choses. Et effectivement, grâce à cette capacité,
eh bien, on va pouvoir s'orienter ensemble sur des solutions qui sont acceptables ensemble. Donc, on dit toujours qu'il y a 3 points sur lesquels se retrouver. Le premier, c'est sur les valeurs. Est-ce qu'au fond, au final, qu'est-ce qui nous semble ensemble, qu'est-ce qui nous semble important à préserver? Par exemple, s'il y a un problème d'horaire, que la personne a du mal à respecter l'horaire, est-ce qu'au fond, on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est important, dorénavant, que nous démarrions à l'heure? Hein, donc ça, c'était l'objectif, mais est-ce que c'est important aujourd'hui qu'on respecte ça? Est-ce qu'on peut déjà se mettre d'accord sur cette première valeur, cette première chose importante? Donc, on va d'abord s'accorder sur les valeurs. Ensuite, on va s'accorder sur l'objectif. Donc, est-ce que tu es d'accord, la prochaine fois, on a une réunion mercredi prochain, que ben voilà, si jamais il y en a un qui ne respecte pas l'horaire, au moins il envoie un signal. Voilà. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est d'avoir un objectif la prochaine fois qui respecte cette valeur. Est-ce que c'est OK pour ça? Donc, on s'accorde cette fois-ci sur un objectif. Et enfin, troisième point, on s'accorde sur des règles. Testons et validons que ça fonctionne. C'est-à-dire que moi, je propose que dorénavant, on fasse de cette règle une règle importante. C'est que s'il y en a un des deux, par exemple, qui ne peut pas respecter l'horaire, ben, il envoie un signal, un message, quoi que ce soit, mais il n'attend pas d'arriver 10 minutes après en disant ben, c'est pas grave, l'autre va m'attendre pendant 10 minutes. Donc ça s'appelle poser des règles et s'ajuster en permanence. Et on va voir que si on tourne toujours sur se remettre d'accord sur des principes, qu'on va appeler des valeurs, deux sur des objectifs, et enfin sur des règles du jeu, ben, il nous restera toujours la communication pour réguler, mais on a beaucoup plus de chances, encore une fois, de s'accorder. Donc, vous voyez, ces principes, bien sûr, ça marche avec une personne si on s'y entraîne un peu, mais c'est aussi vrai pour un collectif. Et c'est exactement ce qu'on apprend aujourd'hui, que ce soit une formation de formateur, une formation de cohésion d'équipe, c'est de revenir sur ces grands principes qui unissent en fait en quelque sorte le fonctionnement humain, savoir revenir sur des valeurs individuelles et collectives, il y a des processus pour ça, se mettre en phase sur les priorités, pour qui et qu'est-ce qu'on veut obtenir et dans quel contexte précisément, savoir redéfinir des objectifs communs et à partir de là, de redonner du sens aux règles, à la fois qu'est-ce qui fonctionne bien qu'on fait déjà et qu'est-ce que demain on pourrait encore améliorer pour pouvoir répondre encore mieux, plus facilement, avec moins d'efforts, moins d'énergie, plus de résultats vis-à-vis des objectifs. Et c'est comme ça que, peu à peu, grâce à la communication, parce que c'est la communication qui va nous permettre d'évoluer en permanence, c'est-à-dire c'est grâce à la communication que je peux revenir sur les importants, écouter les frustrations ou les valeurs qui sont derrière, ensuite se réaccorder sur des objectifs communs et se mettre d'accord sur l'importance de ces priorités, et puis enfin de se réajuster en permanence sur les règles du jeu et la pertinence de ces règles pour pouvoir continuer d'atteindre les résultats qui nous semblent importants et surtout cohérents avec les valeurs qu'on défend. Donc si vous avez envie d'apprendre à faire ça, je vous invite encore une fois à cliquer sur le lien et venir découvrir comment des outils puissants, que ce soit à travers la PNL, la cohésion d'équipe, les métiers qu'on retrouve dans l'animation de groupe, ou les formations de formateurs, ou de conférenciers, ou de consultants, ces grands principes en fait se mettent en œuvre pour permettre à des entreprises, à des équipes, au fond de performer, et de performer grâce à l'humanisation des performances, c'est-à-dire prendre en compte l'humain comme vecteur essentiel pour grandir plus vite et avancer plus vite vers les objectifs qui nous semblent importants.